Dans vos recherches, ce que vous mettez en lumière, ce que vous corroborez, c'est l'intuition freudienne selon laquelle le déploiement du psychisme humain, très très tôt dans l'histoire du sujet, s'étaye sur le roc du biologique, ce que vous appelez la pulsion thermotactile. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, oui. Sauf que à partir du moment où je l'appelle facteur thermotactile, il n'est plus que biologique. Il est déjà psychique? Il est déjà psychique, il est déjà inscrit dans le culturel, puisque déjà la maman, en tant qu'enveloppe, elle a commencé à répondre à la demande de son enfant, une demande dénuée de figurabilité comme demande, mais c'est une demande quand même, c'est une demande archaïque, mais c'est une demande, puisque sa demande, elle ne va pas seulement répondre aux besoins de réchauffement et d'isolement thermique, elle va répondre en alimentant, en facilitant l'alimentation du nouveau-né, en répondant à ses différents besoins, en le nettoyant, de façon à ce qu'il n'ait pas froid aussi, parce que s'il n'est pas nettoyé, il va avoir froid aussi, il va perdre sa chaleur, et en le nettoyant donc, et en le protégeant de tous les stimuli nociceptifs. Et donc à partir de là, la maman va, ce qu'elle a engrammé en lui, même s'il est dénué de figurabilité, comme le dit très bien Pierre Aulagnier, il est là, il va précéder tout, il est déjà au fondement de ce que Paul Federn appelle l'articulation première, tout à fait d'accord avec Paul Federn sur ce plan. Il dit que quand on étudie les psychoses, on doit se rendre compte que la pulsion met en évidence, à travers le travail avec le psychotique, on se rend compte que la pulsion met en évidence le fait que très précocement, chez l'enfant, il y a l'articulation du culturel. Et donc là, nous sommes d'accord, il y a un accord, enfin ça appuie Freud, ça appuie Federn, ça appuie Pierre Aulagnier, ça appuie Gisela Pankov, Joyce McDougall, tous, Winnicott, tous ceux qui travaillent. Il y a une visée, au départ, en tant qu'homéothermique, biologique, une pulsion biologique, en tant que comportement thermorégulateur orienté, et le seul comportement orienté qui puisse diriger l'enfant vers la maman. La réponse de la maman, c'est non seulement qu'elle soit une enveloppe protectrice réchauffante et isolante des risques d'hypothermie, mais elle va répondre en satisfaisant d'autres besoins qui vont automatiquement s'articuler, qui vont s'articuler avec le besoin de réchauffement, qui vont se condenser avec ce besoin et qui vont condenser autour d'elle tous les besoins de protection. C'est ce qui explique, justement, comme je disais tout à l'heure, où au moindre stress, au moindre sensation d'effondrement dans tous les événements de la vie, tout un chacun peut découvrir la réémergence en lui face à un danger imminent, et face à un effondrement et un danger imminent, il découvre en lui l'émergence de cette sensation de froid, ou d'un accueil froid, d'un environnement froid, ou une sensation de vraiment une sensation de frayeur liée au froid. Et c'est l'effroi, c'est le concept d'effroi aussi, le froid lui-même. Alors que dans le versant de la fonction biologique qui va survenir après, c'est-à-dire que lorsque l'oralité va se détacher du facteur thermotactile pour devenir indépendante, c'est à partir du moment où, ce qui correspond classiquement au stade oral actif, à partir du moment où l'enfant découvre qu'il peut agir sur la maman en acceptant ou refusant la nourriture, en jouant, en ne jouant pas avec le main blanc de la maman. Et donc là, nous sommes dans le culturel. Là, nous sommes le facteur thermotactile. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est qu'avec l'oralité, on n'est plus dans le système, dans le modèle de la protection par rapport à l'angoisse d'effondrement. On est dans le modèle des rapports d'échange. Commencent les rapports d'échange enfant-maman et maman-enfant. Quelle place faites-vous, donc, dans cette perspective, au sexuel au sens freudien du terme, à l'aspect libidinal, et donc, si je prolonge ma question,
quelle est la place dans ce processus que vous décrivez du fantasme? Je pense ici particulièrement au fantasme maternel vis-à-vis de l'enfant. À ce stade de développement, moi je vous répondrai en attirant l'attention sur la clinique des troubles du postpartum. Je parle des troubles du postpartum purs, de nature psychotique, mais sans que ça soit une psychose. C'est-à-dire qu'une fois 6 mois après l'accouchement, une fois que et quelques mois après, une fois qu'il y a le retour des règles, quelques mois après la fin de l'allaitement, il n'y a pas de rechute sous forme psychotique. Il peut y avoir de rechute sous forme d'autres types de troubles, mais sans qu'il y ait de composante psychotique. Donc c'est ça la différence entre une psychose déclenchée par l'accouchement ou par le postpartum, pour moi, et les troubles purs du postpartum, même de nature psychotique. Alors c'est les troubles purs du postpartum, de nature psychotique, et qui ne sont pas une psychose déclenchée par l'accouchement, mais qui sont de nature psychotique, mais déclenchée par la grossesse, la fin de la grossesse, ou par l'accouchement, ou par l'allaitement, ou par la fin de l'allaitement. Si on laisse passer ces étapes et qu'on se rend compte que les troubles, il n'y a plus de troubles, ça signifie que c'est une psychose du postpartum. Alors si on étudie un petit peu, si on voit, si on examine, et si on a un suivi thérapeutique pour les troubles du postpartum, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que la maman a un rapport dyadique avec l'enfant. Et ce qui fait problème, ce qui pose problème, c'est que l'accouchement de la jeune maman ou la grossesse de la jeune maman réveille en elle ses propres fantasmes par rapport à sa maman. Et si le rapport est ambigu, s'il y a beaucoup d'ambivalence dans le rapport de la grand-mère avec la jeune maman, c'est là qu'il va y avoir des troubles du postpartum, c'est là qu'il y a le plus souvent des troubles du postpartum, je dirais. Et ces troubles du postpartum montrent que pour que le rapport de la maman avec l'enfant soit un rapport de la maman avec son enfant, la thérapeutique doit conduire à ce que la maman commence à s'occuper de son enfant et à imposer à sa propre maman le fait que son enfant est un enfant à elle et qu'elle a le droit d'être mère à son tour et en tant que maman pour elle-même et non pas pour sa maman. Oui. Tout le travail thérapeutique passe par ça. Et si on prend cela, on s'aperçoit que la maman, quand elle va être maman pour elle-même, elle va aussi avoir à répéter quelque part les mêmes difficultés qu'elle a eues avec sa maman, qui sont normales dans un stade donné, c'est-à-dire c'est ce rapport un peu dyadique avec l'enfant, qui fait que si l'enfant dans son système voit sa maman en tant qu'enveloppe, en tant que partie de lui-même, mais partie contenante de lui-même, partie contenante, enveloppante et contenante, la maman voit en son enfant une partie de lui-même comme dans un rapport dyadique. C'est-à-dire une partie, ce n'est pas une partie qui fasse une totalité, qui englobe une totalité, mais c'est une partie quand même. Et pour répondre à ta question, et donc ce rapport dyadique facilite son maintien et sa disponibilité à engrammer et à répondre presque fusionnellement. Ce n'est pas la même chose que la fusion, mais disons qu'il y a quelque chose de l'ordre de la recevabilité de la fusion de l'enfant, parce qu'elle-même, elle considère l'enfant comme une partie d'elle-même dans cette première étape. Et c'est important, c'est positif qu'elle considère comme une partie d'elle-même à cette première étape. Mais il est important que ce rapport enfant-mère, mère-enfant, soit contrôlé par un régulateur culturel, par un organisateur culturel. Et très tôt, il y a la mise en jeu de cet organisateur culturel. Et très tôt aussi, la maman, même si c'est dénué de figurabilité, l'engrammation qu'elle place en son enfant, qui fait qu'elle devient la représentante de son enfant, même s'il n'y a pas, c'est son langage à elle qui va parler, tout ce processus originaire et les troubles de description de ce processus originaire en son enfant, à ce stade-là, et les perturbations de l'inscription de ce processus originaire en fonction de ses propres difficultés à elle. Et oui, je termine simplement la phrase.
Donc, elle va inscrire ce processus originaire, et là, ça devient culturel. C'est-à-dire, même si c'est des milieux de figurabilité au niveau de l'enfant, ça joue quand même, et c'est le langage de la maman qui est important, et qui est le support de tout ça. Et en plus du langage de la maman, il y a bien sûr le rapport de contrôleur de l'organisateur culturel pour cette phase de rapport symbiotique maman-enfant, enfant-maman. Et si cette phase n'est pas contrôlée, n'est pas régulée par l'organisateur culturel, c'est là qu'il y a les possibilités de troubles de difficultés des processus primaires de personnation. Les processus primaires de personnation ont besoin donc de cette articulation du biologique au culturel, mais ce biologique, il est tout de suite engrammé par le langage maternel, conscient et inconscient. Il est tout de suite engrammé par tout le roman familial que porte la maman et toute la représentation familiale pour la maman de cet enfant. C'est-à-dire que s'il y a une discordance entre le papa et la maman dans le projet de l'enfant, s'il y a discordance dans la nomination, des conflits dans la nomination de l'enfant, il y a effectivement déjà un problème inscrit dans le processus originel de l'enfant. Vous touchez là à quelque chose qui me titille, disons, depuis quelques moments, depuis que vous parlez de la dyade mère-enfant, et vous avez fait le passage avec l'organisateur culturel. Je me demandais dans tout ce processus, quelle est la place à l'intérieur de la culture et à l'intérieur de ce processus de déploiement du psychisme, quelle est la place du nom du Père, finalement, pour parler comme Lacan, c'est-à-dire où est-ce que vient s'inscrire cette fonction symbolique, cette fonction symboligène extrêmement importante pour permettre que la fusion, en fait, puisse se défaire, mais d'une façon qui soit porteuse pour l'évolution de l'enfant. Elle est dans deux choses. Elle est d'abord dans le discours de la maman, lequel discours implique que la maman se réfère elle-même à une image paternelle et à une figure paternelle qui représente pour elle l'ordre symbolique, qui représente pour elle, qu'il a inscrite dans l'ordre symbolique au niveau des processus d'historicisation. Donc dans les générations, dans les générations, au niveau des processus d'historicisation. C'est-à-dire que c'est là où il y a quelque part une interrogation par rapport au discours féministe, comme au discours antiféministe. Comme si ce rapport de dualité où je pense qu'il y a problème chaque fois qu'il y a ce rapport de dualité, alors que les choses sont beaucoup plus complexes. De toute façon, toute maman ne peut être maman. Parce qu'on n'est pas maman biologique. Elle ne peut être maman en tant que maman, telle que Winnicott l'a défini. Les définitions les plus simples, les plus sensées et les plus extraordinaires et les plus merveilleuses sont celles données par Winnicott. C'est une maman ne peut pas être une mère biologique. C'est une maman qui, effectivement, à partir d'un socle biologique, le socle biologique par lequel elle engendre un enfant, il s'appuie lui-même sur un socle culturel, sur un roman familial, sur une façon d'avoir été historicisée elle-même et d'être historicisante elle-même pour ce qui va advenir de ses propres enfants quand elle en fait. Et donc elle fait dans ce... Et donc la problématique c'est qu'est-ce qu'elle fait avec sa référence paternelle, elle. Donc ce que vous dites, est-ce que c'est une référence paternelle à une figure figée d'un père, ou est-ce que c'est une référence à un père symbolique? Si la figure se confond avec le symbolique,
il n'arrive pas à se détacher, si la notion de symbole, et de symbole dans le sens de symbolique, la notion de symbole dans la notion de symbolisme se confondent, si la pensée est une pensée par image sensible et de type iconologique, à ce moment-là, il y a problème, parce qu'à ce moment-là, elle ne peut pas s'ouvrir à une autre figure paternelle que celle de la sienne. Donc, et c'est à ce moment-là qu'il y a l'organisateur culturel qui va fonctionner ou ne pas fonctionner. Voilà. Donc, ce que vous dites, finalement, c'est que de la même façon que Winnicott pouvait dire un bébé, ça n'existe pas seul, voilà. Une mère, ça n'existe pas seul non plus. Ça n'existe pas seul non plus. Oui. Et ça, c'est extraordinaire, c'est merveilleux qu'un peintre comme de la Tour a pu bon, après, on a dit que c'est Anne et Marie, mais en fait, pour moi, il n'a pas donné le titre de Anne et de Marie. C'est après coup, ça a été donné dans ce tableau de peinture merveilleux sur la maternité qu'avait fait de la Tour. Il y a, la jeune maman qui porte le bébé Langer. Il y a la grand-mère qui lui tient un peu l'épaule et qui la couvre, qui l'enveloppe, pour qu'elle puisse elle-même envelopper et découvrir comment envelopper son enfant. Il y a la maman qui l'enveloppe et qui lui tient. Alors la maman, elle est là comme enveloppe réchauffante, mais en même temps, il y a une lumière qu'elle tient et qui participe à cette enveloppe réchauffante et à cette illumination de la vie et le rapport de la chaleur avec la lumière de la vie. Oui. Et c'est cette double dyade grand-mère, mère-enfant est absolument importante et fantastique dans toutes les cultures et à travers toutes les cultures. C'est quelque chose de très structurant pour aider la maman à être une maman et une excellente maman en sachant qu'il n'y a pas de maman parfaite et en sachant simplement être anticipatrice pour les besoins de l'enfant, mais sans casser sa créativité, en étant attentive et en renforçant et en étant un environnement, comment on appelle ça, un environnement enrichissant pour sa créativité. Donc, good enough, c'est anticipatrice. Comment? Good enough, oui. On pourrait dire que, d'une certaine façon, c'est la capacité d'anticiper. D'anticiper, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors, écoutez, étant donné tout ça, j'aimerais que... D'anticiper, et ne pas d'anticiper d'une façon rigide, mais d'anticiper en laissant l'autre aller vers ce qu'elle avait anticipé. En laissant l'autre construire sa place. Anticiper dans l'ouverture. Oui. Mais en laissant l'autre construire sa place et en étant un support pour son playing, pour son jeu sans règles, son jeu playing et non game. C'est extraordinaire en anglais. C'est important qu'il y ait ce double concept. C'est pas quelqu'un qui joue un jeu de type game avec une règle, mais l'enfant a besoin, le nouveau-né a besoin, il joue, il investit l'espace, il joue. Et en fait, il s'investit lui-même aussi, il se découvre lui-même, il découvre son corps à travers son mouvement, son corps agissant. C'est avec cet agir que cela lui permet de construire une unité entre les différentes parties qu'il constitue. Et elle doit lui donner cette possibilité de construire ces fonctions symbolisantes de lien entre la partie et le tout, à travers ce playing, et à travers cet espace potentiel qu'elle lui fournit. L'anticipation c'est de lui ouvrir un espace potentiel. Écoutez, je voudrais qu'on passe maintenant à... Vous avez évoqué... Oui, je voulais dire une chose. Allez-y. Simplement, c'est que je suis tout à fait d'accord avec Pierre Aulagnier, elle l'a dit déjà avant tout le monde. Bon, elle a commenté, les idées existent avant, mais elle a commenté d'une façon extraordinaire. Elle dit que les représentations de l'originaire et comme le fantasme de l'originaire ne sont jamais de l'ordre de la pulsion. Ils sont secondaires à la pulsion. Ils sont secondaires. Même s'ils sont dénués de figurabilité, ils sont secondaires à quelque chose qui est dénué de figurabilité, mais ils sont secondaires si jamais les fantasmes, ça ne s'inscrit pas sur le biologique, le fantasme. Le fantasme, c'est de l'ordre, et les représentations fantasmatiques, tout ce qui est représentation, même quand c'est des représentations archaïques, même quand c'est des représentations dénuées de figurabilité, ça s'inscrit et ça s'articule au culturel à travers le langage de la maman, et à travers ce que la maman, d'une façon consciente et inconsciente, a engrammé en son enfant, en tant que projet, en tant que représentant d'un projet familial, et dans le continuum familial ou en discordance par rapport au continuum familial. Bien. Voilà.
Alors, écoutez, j'aimerais que vous distinguiez pour nous, parce que vous y faites souvent référence. Vous y faites référence, par exemple, dans le livre que vous avez publié chez Libère, dans la collection Voix psychanalytique en 2010, Filiation et altérité, psychanalyse et malaise dans la psychiatrie. Donc, vous y faites référence à plusieurs reprises. Il y a des textes qui concernent directement ces questions. Donc, quelle distinction faites-vous entre l'originaire et l'origine? Vous parlez de fantasme originaire, de processus originaire, mais en même temps, on a parfois, me semble-t-il, une sorte de passage, ou en tout cas une articulation complexe, certes, mais qui demande à être éclairée entre ces deux dimensions. Et vous disiez que l'origine serait davantage de l'ordre de l'imaginaire, hein, alors que l'originaire serait plutôt quelque chose qui est engrammé et fonde l'articulation du symbolique. Je ne sais pas si je comprends correctement, mais en tout cas, l'origine ferait référence à la dimension mythologique, n'est-ce pas? Alors que l'originaire, comme articulation au symbolique, intègre la dimension espace-temps. Bref, est-ce que vous pourriez éclairer un peu ces deux notions pour nous? Parce que c'est ce qui nous permet finalement de comprendre, et on y viendra ensuite, votre travail avec les psychotiques. Oui, oui. Bon. Moi, j'en parle pas d'une façon théorique, philosophique. Bien sûr, ça a une ouverture, mais j'en parle à partir d'une démarche pratique. On ne peut pas, quand on a affaire à ce qui nous interroge à partir de la prise en charge à l'encours d'un malade psychotique ou d'un groupe de malades psychotiques, est-ce que ce que cela implique pour nous comme un moment difficile, même pour le thérapeute, quel qu'il soit, pour de remise en question, parfois d'hésitation, d'interrogation sur certains concepts, d'interrogation sur notre ignorance, à partir duquel on est sollicité donc à approfondir un petit peu notre réflexion, notre savoir et nos échanges avec les uns ou les autres de nos collègues. C'est qu'on a besoin de toutes les façons, de façon opératoire, à la fois du concept et de l'usage du concept d'origine. Et on a encore plus besoin, comme thérapeute, du concept de processus originaire et de refoulement originaire. Ça, processus originaire, refoulement originaire, c'est un passage obligé, même si on peut plus ou moins négliger l'origine, mais c'est pas... De même qu'on a besoin à la fois de la référence. Alors, c'est vrai que... Pour moi, c'est vrai que je situe l'origine, la question de l'origine, surtout que les idéologies prennent beaucoup... Les idéologies ne confondent pas. Les idéologies ne parlent pas de l'originaire, ne parlent pas de processus originaire, ils ne parlent que des origines. Et ils mettent l'histoire des gens dans une origine. C'est comme si l'espace pouvait contenir le temps. C'est une inversion des données. Au lieu que ce soit le temps qui soit le contenant, dans le management moderne, on comportementalise l'espace et on y met des morceaux d'histoire, des fragments d'histoire. Déjà, ce management, c'est un peu psychotigène. Moi, je crois qu'on ne peut pas non plus nier la question d'origine à cause de cela, de cette approche critique, mais disons que l'origine, ça reste au niveau, là où l'idéologique marche, c'est parce qu'il utilise la mythologie beaucoup plus que le raisonnement. Il utilise la mythologie et la pensée iconologique. Il utilise la confusion entre symbole dans le sens de symbolisme et d'iconologie, donc de figurabilité, de quelque chose de figurable, et la pensée par image sensible, la pensée iconologique, et il y a une confusion avec
avec l'origine, comme s'il, enfin, vous voyez, je me brouille moi-même là-dedans. Je disais que l'origine pour moi c'est quelque chose qui fait référence essentiellement à l'espace en tant que contenant. Pour faire référence à l'espace en tant que contenant et introduire le temps, on a besoin de construire un mythe. Ouais. Et pour tout roman énonciateur, tout discours énonciateur, il peut se passer au niveau du discours mythologique et il peut se passer au niveau du discours et du récit historique. En quoi est-ce que... Alors, allez-y, oui. allez-y. Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait la distinction entre les deux. Alors, l'originaire, lui, c'est un processus qui est inscrit en le sujet, qui, en s'inscrivant en le sujet, il est déjà porteur d'une historicité et il est déjà porteur d'une histoire, à la fois dans son côté historicisé et dans son côté historicisant. Il inscrit l'enfant en tant que projet, avant même qu'il soit conçu, il est un projet pour les parents. On pense à son avenir, on pense à le faire nommer, on pense à des représentations multiples, certaines sont conscientes, d'autres inconscientes. Et son arrivée remet à jour un récit familial sur les possibilités d'accessibilité qu'on peut offrir à cet enfant au niveau du registre de l'avoir, du savoir, du registre symbolique de l'avoir, du savoir, du pouvoir et de l'agir. Et sur le devenir qu'on a soi-même à travers lui dans le cadre d'un rapport de filiation assez complexe où on est à la fois, on s'enracine, l'enfant est enraciné en nous, mais nous aussi on est enraciné quelque part en cet enfant projet. Et donc il est porteur d'une histoire très très chargée. Une partie est un récit conscient, de l'ordre du mémorisable, une partie est de l'ordre d'un récit refoulé, d'une part refoulé de ce récit, une partie est de l'ordre de ce que Polanyi appelle le mémorisé mémorisant, quelque chose qui est là dans notre histoire, même avec même des choses archaïques qui sont là, mais sans être là, mais qui sont là, qui restent actifs, de notre propre histoire, de l'histoire de chacun des parents, et qui contribuent justement à l'enrichissement et à donner une certaine épaisseur au récit. Ils sont là, et ce récit est là sans être là. Et c'est ça qui ouvre quelque chose, quelque part, aux possibilités de symbolisation et à l'ouverture sur l'univers, sur les possibilités de symbolisation, à la fois sur l'imaginaire fécond, mais aussi articulé à la fois au réel et à travers un symbolique, mais un symbolique enrichissant et riche et multiple, offrant une multiplicité. Et donc, là, le processus originaire, comme les perturbations de ce processus originaire, et comme le refoulement qui peut aussi être là, du processus originaire, quelque chose de l'ordre de refoulé chez l'un ou l'autre des parents, ou chez les deux parents, et surtout chez la maman, ils peuvent être portés surtout par la maman, qui va l'inscrire chez l'enfant. Donc tout cela, ce n'est pas l'origine, et ça fait partie de l'histoire, et de la construction de l'histoire se faisant et se construisant, de l'histoire déjà faite et de l'histoire se construisant et se faisant. Alors il y a une chose, c'est que tout individu a besoin, quand même, on a besoin, pour reconstruire notre histoire, d'un mythe, d'une part de mythologie. Et c'est là où il y a cette nécessité de passage de l'historique à l'espace mythologique, donc à l'origine, à la frontière de laquelle on construit notre récit historique. Alors, qu'on laisse la place mythologique envahir notre récit historique, et on le confond avec le récit historique, et là, on n'est pas dans l'opposition thérapeutique, ou selon, au contraire, on peut être dans la position de guérisseur, ou selon qu'on est dans la position de scientifique, de thérapeute scientifique, qui fait référence à la science et à la psychanalyse en tant que science. Et à ce moment-là, on est dans l'ordre de
déconstruction, reconstruction du récit, jusqu'à ce que le récit historicisant se construit, assume les difficultés de sa construction, mais se construit progressivement, se déconstruit, se reconstruit, et en s'appuyant sur une relecture toujours partielle de l'originaire, et non pas de l'origine, mais de l'originaire, et une construction aussi toujours partielle d'une filiation symbolique qui articule et qui représente une sorte de lien entre les trois dimensions de l'identité, de notre identité, l'identité telle qu'on la ressentant, l'identité ressentie, l'identité reconnue et l'identité culturelle qui est là aussi dans la dynamique entre les deux. Voilà, je ne sais pas si je suis clair, mais alors il y a toujours besoin d'un espace d'origine à partir duquel, dans lequel on se projette quelque part de façon mythologique, mais à partir duquel on construit son récit historique. Et en construisant son récit historique, on réduit l'espace du récit mythologique, sans l'effacer complètement.